c'est ce que tu dis dans ton étude. Il y a le bras, il y a la tête. Alors le bras armé, on sait à peu près ce qu'on peut faire. Mais la tête, je lis, moi, toujours pareil, hein, je lis dans Contre le terrorisme, et je lis donc Béatrice Brugère, elle dit bien, ben, c'est pas évident. La justice, pour s'attaquer aux idéologues, c'est moyen. Donc, je vais donner la parole maintenant. Je te laisse commenter ça. Et ensuite, et tout de suite, Cécile, si tu veux bien, on passe aux questions. Enfin, donc, l'idéologue, il a quand même... Mais bien sûr, il est surtout en démocratie, l'idéologue, parce que, et heureusement, les idées et les opinions ne sont pas condamnées, sauf que, attention, on s'est mis aussi d'accord il y a longtemps sur un certain nombre de choses. On a dit par exemple que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie n'étaient pas des opinions mais des délits. Donc si ce sont des délits contenus dans une idéologie, il est question aussi de considérer ces idéologies comme des délits. Les juges, et heureusement, ne travaillent qu'avec les textes qui sont mis à leur disposition par les parlementaires, c'est-à-dire nos représentants à l'Assemblée nationale. Par conséquent, si nous, citoyens, nous ne réclamons pas à travers la société civile organisée, les associations, les élites, comme on dit communément, entre guillemets, tous ceux qui ont capacité à s'exprimer, si on ne pousse pas nos représentants à aller dans cette direction, ils n'iront probablement peut-être pas tous d'eux-mêmes. Il faut qu'ils répondent aussi à une demande, voire à une exigence de la société, qu'on ait ce débat-là. Or, ce débat de la criminalisation de certaines idéologies n'est même pas... On ne peut même plus, je veux dire, la voir, parce que dès qu'on pose ça sur le terrain, ah non, mais vous comprenez, on ne diabolise pas les idéologies, etc. Mais on a bien diabolisé le nazisme, mais on a eu raison. Comment a-t-il été vaincu? C'est parce qu'on a combattu la littérature nazie, parce qu'on a combattu les nazis, et parce qu'on a combattu les théoriciens du nazisme. Et tous les autres totalitarismes, on leur a opposé la même chose, toujours dans le cadre des États de droit. Par conséquent, si on ne fait pas, si on n'ose pas cette, je dirais, cette classification qui consiste à dire, lorsque on prend le dogme des frères musulmans dans le détail, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un projet totalitaire. Un projet totalitaire, c'est un projet qui ne permet à aucune autre expression d'exister. Et on le voit bien, dans quel pays régi par l'islamisme, d'autres expressions ou d'autres sensibilités existent. Même des sensibilités islamiques qui sont contraires, je dirais, au dogme dominant, ne peuvent pas s'exprimer. Donc à un moment donné, il faut oser, et peut-être avant de qualifier, moi j'accepte qu'il y ait un débat national sur ces questions-là. Sauf que ce débat, on n'arrive pas à l'engager. Et tant qu'il ne sera pas engagé, il n'y aura pas une législation appropriée qui permettrait d'abord de dissoudre un certain nombre d'associations et d'organisations. Et là, je fais juste une parenthèse et une dernière, je vous le promets, sur les associations type 1901. Là, on a une autre réflexion à mener. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que nous avons beaucoup d'associations liées aux frères musulmans et aux salafistes qui sont sous le régime de la loi 1901. Sauf qu'ils ont été très malins, c'est qu'ils ont enlevé toute connotation religieuse de leur dénomination, association de la fraternité entre les deux rives. Je ne sais pas si elle existe, pardon, hein, j'ai inventé la dénomination, mais je prends n'importe quelle dénomination, l'association culturelle des gens qui mangent du couscous, et en fait, après, je vous mets dedans ce que je veux. Donc, au lieu de faire un travail, je dirais au scalpel, au microscope, pour comprendre quels sont les acteurs qui agissent localement dans certains quartiers, qu'est-ce qu'ils diffusent comme idée, qu'est-ce qu'ils sont en train d'instaurer comme pensée, comme idéologie, on ne laisse pas, encore une fois, son territoire comme si c'était une terre en jachère, ne serait-ce qu'une partie de son territoire. Après, certains acteurs viennent me dire, on vient de me parler des territoires perdus de la République. Quand est-ce que la République française a perdu des territoires? C'est la décolonisation. Comment on peut utiliser un terme
qui n'est absolument pas conforme à la réalité. Moi, j'utilise un autre, pardonnez-moi. Ce sont des territoires abandonnés par la République, consciemment. Abandonnés souvent à des élus locaux qui ont construit une clientèle électorale locale constituée d'islamistes à qui on a, avec laquelle on a dealé, avec laquelle on a pactisé, avec laquelle qu'on a clientélisé et à laquelle on a confié une partie de notre population pour leur dire, ben, finalement, occupez-vous de vos frères, de vos enfants, de vos cousins, etc. On a essentialisé ces gens issus de l'immigration. On a tous pensé que leur vie devait être centrée autour d'un excédent de religiosité et que par conséquent, seul l'imam et la mosquée convient à leurs aspirations, ni le stade de football, ni la salle de cinéma, ni encore moins la salle de théâtre, encore moins la bibliothèque, parce que probablement certains ont pensé que ces populations étaient inaptes au savoir, inaptes aux connaissances et en définitive inaptes aux valeurs universelles, qui constituent le fondement d'une société moderne, évidemment européenne et peut-être qui s'estime beaucoup plus apte à ces valeurs que ces gens venus du sud de la Méditerranée. Donc, ces éléments-là, qui sont constitutifs d'une mentalité qui a permis d'instaurer je dirais, cet état d'esprit qui est valable en France, qui est valable aussi en pire, je vous rassure, on n'est pas les pires, qui est en pire en Grande-Bretagne, où vous avez des tribunaux islamiques qui aujourd'hui gèrent l'héritage, les conflits entre époux, qui vont expliquer à une dame qui a été battue que peut-être elle n'a pas été très docile avec son mari, etc. Et on laisse sur le territoire britannique des femmes vivre ça. En Europe. Ou alors, pas très loin de chez nous, en Belgique, dans des quartiers comme Molenbeek, où vous avez un maire, un bourgmestre, comme il l'appelle là-bas, Philippe Mouron, qui pendant des années a clientélisé une partie de la population de Molenbeek. Et cette clientélisation n'est pas passée par des démocrates, des féministes, des progressistes, des gens qui voulaient totalement s'intégrer dans la vie, je dirais, belge. Non, ce deal a été passé par des associations, avec des associations islamistes, liées le plus souvent à la mouvance salafiste et plus précisément aux frères musulmans. Et voilà cette réalité et cette spirale infernale que l'on doit casser aujourd'hui si on veut sortir de cette situation catastrophique dans laquelle on baigne depuis, en tout cas dans laquelle baignent certains de nos quartiers depuis quelques années déjà.